théâtre La Passerelle, à Gap, vous propose de rencontrer les artistes complices sur Fréquence Mistral. Alors, je suis aujourd'hui avec Léo Cohen-Paperman, auteur, metteur en scène et fondateur de la compagnie Les Animaux en Paradis. Vous êtes en résidence de création à Savines-le-Lac du 20 au 30 avril pour le 6e épisode de la série 8 rois nos présidents, qui cumule aujourd'hui tous épisodes confondus 400 représentations. Léo Cohen-Paperman, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone aujourd'hui. Alors, je vous interroge un lundi matin. Ça fait déjà une semaine que votre résidence a commencé. Comment entamez-vous cette deuxième semaine pour commencer ? Eh bien, écoutez, on est en plein dans la mélasse, c'est-à-dire que c'est un peu galère, mais c'est très joyeusement galère, c'est-à-dire qu'on essaye plein de choses et puis ça marche pas, et puis on en réessaye d'autres. Je dirais que le théâtre, c'est très empirique. Voilà, on fait et après on voit si on a eu raison. On fait et après on pense. Voilà. J'ai l'impression que vous avez l'habitude de ce moment un petit peu de flou en vous écoutant. Oui, je pense que ce qui fait que le spectacle après est riche et lisible et accessible et simple à regarder, c'est le fait que nous, on ait pris tous les pièges, tous les écueils en répétition. Voilà. C'est juste que la forme qui est visible à la fin, le résultat qu'on espère encore une fois, le plus accessible, le plus lisible, le plus drôle, le plus plaisant à voir, c'est le résultat de plein de fois où ça ne l'a pas été. Il faut toujours, beaucoup de travail pour arriver à quelque chose qui nous satisfasse. Justement, là, dans votre processus de création, où en êtes-vous exactement ? Est-ce qu'il y a encore de l'écriture ? Est-ce que c'est plutôt vraiment la mise en scène ? Qu'est-ce qui vous reste à travailler là ? Alors, je dirais que dans cette série, l'essentiel du temps est consacré à l'écriture, puisque l'écriture se fait parfois, tout le temps, même quasiment souvent, au plateau avec les interprètes. Et donc là, on a cette fameuse thérapie d'Emmanuel Macron. Le pitch du spectacle, c'est qu'on est en 2058 et qu'Emmanuel Macron, qui a été réélu 5 fois à la présidentielle, se rend chez une psychanalyste pour la supplier de le dissuader de se présenter une 6e fois à l'élection présidentielle. On a ce pitch-là, qu'on a trouvé aussi en répétition. On a le déroulé de cette analyse, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des séances qui se passent bien, un peu comme dans la série En thérapie, vous voyez. Qu'est-ce que c'est une séance de psy en 2058 ? Donc, il y a tout l'aspect science-fiction. Et puis surtout, qu'est-ce qui est devenu la France ces 30 prochaines années ? C'est ça qui est marrant et intéressant dans ce spectacle, c'est qu'on peut faire de la science-fiction aussi. C'est-à-dire que, on va traiter des années 2017 à 2058. Est-ce que vous avez l'habitude d'écrire plutôt de la science-fiction au théâtre ? Non, c'est la première fois. En fait, ce qu'il y a de bien avec cette série, c'est que c'est que des premières fois. C'est-à-dire que le principe de la série, c'est que donc il y a un genre esthétique, un style par président, de l'opéra pour De Gaulle, du vaudeville pour Giscard, du stand-up pour Sarkozy, du clown pour Hollande, et donc de la science-fiction pour Macron. Voilà. Je vais pas citer les autres, mais à chaque fois, il y a un style différent. Donc à chaque fois, ça nous oblige à écrire selon ce style. Pour Giscard d'Estaing, on écrit selon du vaudeville, et c'est l'histoire d'un dîner de Valéry Giscard d'Estaing chez une famille française, et ce dîner dure 7 ans. Pareil, Sarkozy traverse son mandat avec des sketchs de stand-up. Donc voilà, à chaque fois, il nous a fallu nous demander comment on écrit du stand-up, du vaudeville, et là, en l'occurrence, comment on écrit de la science-fiction. Donc on se plonge dans les auteurs du genre, et puis en même temps, on se dit que c'est une anticipation, parce que l'action se passe en 2058 et pas non plus en 2558. Là, moi, j'ai 38 ans. Normalement, je devrais connaître 2058. Alors justement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez pour resituer pour nos auditrices et auditeurs. Donc cette série de spectacles, vous en écrivez le 6e épisode. La série s'appelle 8 rois nos présidents. Elle s'intéresse au président de la 5e République. Et dans chaque épisode, vous venez de le dire, il y a toujours un style différent. Ça doit être un sacré défi pour avoir quand même une continuité. Comment est-ce que vous menez ce défi-là ? Alors, en parallèle de ces présidents et de ces styles qui évoluent à chaque fois, il y a une narration qui est continue et qui raconte l'histoire d'une famille française sur 5 générations, donc de 1958 à 2058. Ça permet d'avoir une porte d'entrée pour chaque président. Si vous voulez, par exemple, Mitterrand, il est raconté par un ouvrier de la Meuse et par une journaliste parisienne et par un prof de banlieue. Et ces gens-là sont de la même famille et forment en même temps un point de vue, parce qu'on ne parle pas pareil selon qu'on vient de ces endroits-là.
Le spectacle sur Chirac, c'est le fils de l'ouvrier et de la journaliste qui le raconte. En fait, voilà, il y a vraiment un aspect arbre généalogique, famille, fresque. C'est ce qui permet de relier les spectacles entre eux. Mais l'idée, c'est que chaque spectacle peut être vu de manière indépendante. Nous, on les construit comme ça. Après, évidemment, c'est drôle parce que nous arrive là de plus en plus de faire des soirées ou des semaines où on en représente plusieurs dans la même soirée, dans la même journée, dans le même week-end. Et les gens, évidemment, voient facilement les échos d'un spectacle à l'autre, les destins d'un personnage. Tout notre but, c'est d'être à la fois, de les rendre indépendants et en même temps reliés. Est-ce que l'idée, à terme, une fois que tous les spectacles seront écrits, ce serait de tous les représenter dans une longue série ? Est-ce qu'il y a ce projet-là ? Ouais, ça, c'est avec ce rêve-là, moi, que j'ai pensé à la série. C'est sûr que ça fait rêver et on n'en est pas très loin parce que Macron sera le 5e et il nous manquera plus que le suivant qui sera De Gaulle-Pompidou, donc un spectacle de président comme Sarkozy-Hollande. Ce spectacle sera donc un opéra pour De Gaulle et du théâtre en vidéo pour Pompidou. Une fois que celui-là sera fait, on aura fini la série. Et à ce moment-là, on pourra vraiment faire des intégrales. Après, la saison prochaine, comme c'est les présidentielles, on fait déjà des quasi-intégrales, quoi. Il y a des lieux où on va, on donne presque tous les spectacles dans la semaine, quoi. Et c'est des rendez-vous assez brûlants, assez joyeux pour nous, parce qu'on voit que les gens ont l'oreille de plus en plus affûtée au fur et à mesure que la semaine avance. Ils disent ah oui, ça d'accord, c'est un écho qui est avec ce spectacle-là. Ça c'est le fils de tel personnage que j'ai vu là. Que va devenir tel personnage? Comment ils vont interpréter ce président? Je préfère cet épisode à celui-là. Enfin, voilà, il y a vraiment un aspect série, quoi. On me dit beaucoup que d'une part que c'est un peu addictif parce qu'on y a vraiment une curiosité des gens de comment ils vont faire ce président et celui-là. Et puis c'est une série, je crois, qui convoque quelque chose de très personnel chez les gens. C'est parce que les gens après ils nous parlent du spectacle, mais ils nous disent aussi où ils étaient le 10 mai 81, ce qu'ils pensent de tel président. Enfin, c'est une série qui engage à la discussion, au dialogue, parce que les présidents, c'est des personnages qu'on partage. On les déteste, on les aime, mais voilà, on sait qui c'est. Il y a de l'affect entre eux et nous. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, pour en faire du théâtre, c'est que c'est déjà des personnages où, à la limite, Jacques Chirac ou Emmanuel Macron entrent sur scène. Déjà, c'est étonnant, parce que les acteurs essayent vraiment de les jouer, de leur ressembler. Mais sans entrer non plus dans l'aspect biographique, hein. À chaque fois, on l'a compris dans la mise en scène que vous mettez en place, l'idée n'est pas tellement d'avoir une biographie des présidents, si j'ai bien compris. Non, c'est pas, il y a forcément des éléments biographiques qu'on donne, parce que ça entre en résonance, mais c'est entre le portrait. Donc, on essaie vraiment de faire un portrait d'une époque, d'un homme, et on essaye de raconter quelque chose de ce qu'on comprend de ses mandats. Par exemple, le spectacle sur Giscard d'Estaing, ça parle beaucoup de la fin des 30 Glorieuses. Le spectacle sur Sarkozy et Hollande, ça s'appelle Comédie identitaire. C'est des présidents qui sont traversés par des questions d'identité, parce qu'il y a eu les attentats dans ces années-là, parce que Sarkozy a fait une campagne très identitaire en 2007, en 2012. Enfin, chaque président a quand même un sujet. Ce qui est un peu plus dur pour Macron puisqu'il est en cours, donc on n'a pas du tout le recul. Mais on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que la grande question, la grande angoisse, les grandes névroses de chaque mandat, quoi. Est-ce qu'il y a des présidents qui sont plus simples ou plus complexes à aborder que d'autres quand vous écrivez ? C'est toujours difficile. Moi, je trouve que écrire du théâtre, j'adore ça. C'est la chose que je préfère faire au monde et le faire avec les gens avec qui je le fais. Parce que j'écris pas tout seul. J'écris la série avec Julien Campagny qui joue Chirac et qui joue dans pas mal des spectacles et avec souvent les acteurs et les actrices au plateau. Mais non, je trouve que c'est très, très dur à chaque fois, honnêtement. Et qu'il y a chaque fois, c'est des difficultés différentes. Quand on a fait Sarkozy-Hollande, c'est comment écrire du stand-up, comment écrire du clown, c'est pas évident. Comment faire deux présidents dans un seul spectacle. Là, Macron, c'est comment parler d'un président qui est encore en exercice. On n'a aucun recul dessus. Je sais pas ce qu'on pensera de Macron dans 30 ans. Et pourtant, on doit faire semblant de le savoir de là où on écrit, là. Giscard, on devait écrire pour 7 personnages au plateau en même temps. Donc c'est très complexe. C'est à chaque fois des difficultés différentes. Mais en fait, une fois qu'on comprend les difficultés, c'est là où je trouve qu'on avance bien. On comprend les écueils, on comprend ce qu'on a inventé et avec quelles contraintes on écrit. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de la lisibilité, de l'importance de rendre les pièces lisibles. Est-ce qu'il y a un tri à faire ? Comment est-ce que vous faites le tri dans toutes les informations que vous recueillez ? Est-ce que vous avez aussi toute une période de documentation ? Comment est-ce que ça se passe à ce point-là ?
Oui, on a beaucoup de documentation. Après, ça varie. La Macron, bizarrement, on est vraiment dans l'actu, donc évidemment, on a lu un peu des trucs et tout, mais c'est moins. C'est pas là, c'est plutôt travailler pour comprendre le genre qui est la science-fiction, lire sur Macron, mais c'est surtout comprendre par où on veut le prendre. En fait, très vite, parce que c'est assez riche de se dire c'est Macron en 2058. Tout de suite, on a envie de dire plein de choses. Il faut pas se censurer au début, et puis après, il faut se dire en fait, le spectacle, non, il doit faire 1h20, 1h30 max. Il y a des choses qu'il faut. C'est quoi vraiment notre sujet? C'est quoi notre ligne? Voilà. Quitte à décevoir, il faut éliminer des choses, et c'est ça qui rend le spectacle lisible. Parce que si on part dans tous les sens et qu'on dit, on raconte tout ce à quoi le genre de science-fiction avec Macron nous a fait penser, là, c'est là où on est là en ce moment. Et je peux dire que c'est très compliqué à découvrir, je pense, pour quelqu'un qui n'a pas suivi les 10 jours de répétition avec nous. Mais on essaye d'axer sur sur des éléments simples, marquants. Par exemple, on imagine que l'acteur qui débarque pour jouer Macron au début, alors que Macron a 79 ans, il a la tête qu'avait Macron en 2017, vraiment la même tête, la tête de 39 ans, et en fait on comprend au bout d'un moment qu'il prend des hormones pour, comme beaucoup de gens en prennent à cette époque-là, pour arrêter de vieillir, et au fur et à mesure de sa cure, il va accepter de vieillir, et il va arrêter de prendre son médicament, et il va finir le spectacle vieux, très vieux. C'est des choses qu'il faut tester par de l'improvisation. On imagine aussi que quand il revient en 2037, après 10 ans de silence dans un pays en guerre civile, on imagine qu'il arrête la guerre civile, euh, qu'une partie du territoire est séparée, et que une de ces grandes lois, c'est une loi sur la préservation démographique, c'est-à-dire que il sanctionne financièrement les gens qui n'ont pas d'enfants. Donc, parce que on se rendit compte que la question démographique, c'était une question qui irrigue beaucoup les débats politiques, et on s'est dit on va essayer d'extrapoler, d'hyperboliser cette question-là en 2058. C'est beaucoup ça ce qu'on fait. On imagine les questions climatiques étaient angoissantes, donc on imagine que La Rochelle a été engloutie par les eaux. On essaie de faire quelque chose de nos angoisses actuelles. Et justement, qu'est-ce qui a initié cette série, donc la série 8 rois nos présidents? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire? Moi, j'ai eu une première chose un peu personnelle qui est que, en fait, mon père était journaliste politique. Il est mort il y a 13 ans, et que c'est une manière de continuer un dialogue avec lui. Voilà. Et l'autre chose qui est la plus importante, c'est que je pense que c'est un moyen de créer du théâtre populaire, puisque ce sont des figures que tout le monde connaît. Et ça dit quelque chose aux gens. C'est, je vais aller voir un spectacle sur Chirac, sur Giscard. Et on sent qu'il y a quelque chose dans la salle tout de suite. Et ça, j'adore. Parce que moi, je considère que mon travail de metteur en scène, d'auteur, c'est que le plus grand nombre de gens possible puissent aller au théâtre. Et donc, je me dis, avec des sujets comme ça, c'est un travail vraiment avec les repères des gens. Et on essaye de faire des spectacles, évidemment, qui fassent réfléchir, qui permettent de se penser dans un monde, dans une histoire, mais aussi surtout des spectacles plaisants à regarder. C'est des comédies, et ça c'est dur. Ça, je trouve que c'est très dur à faire. Et voilà, ça me plaît l'idée de faire un théâtre populaire qui soit contemporain, donc qui réfléchit sur la forme, parce qu'à chaque nouveau spectacle, il y a une nouvelle forme. Mais c'est un théâtre populaire. Et je pense que c'est un terrain de jeu pour les interprètes assez incroyable, quand ils participent à l'écriture, ils se créent vraiment un environnement dans lequel ils sont en mesure d'aller très loin à chaque fois. Et justement, alors il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir. La première, c'est, vous parlez du théâtre populaire, c'est quelque chose que vous défendez d'ailleurs. Vous êtes également en parallèle co-directeur du collectif Nouveau Théâtre Populaire. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, ce lien entre les artistes et le public? Plusieurs raisons, c'est que j'ai pu avoir peur, ou je peux avoir peur de certains excès du théâtre public qui ont pu réserver les spectacles à un entre-soi, en prenant le masque de l'expérimentation et en faisant des trucs pénibles à regarder, on peut le dire, voilà. Je pense qu'il faut que ça existe, les formes expérimentales et tout, mais je me dis, on est à un moment où le théâtre public est quand même un peu menacé, où c'est quand même, ça me paraît nécessaire aujourd'hui de revendiquer au contraire un théâtre que tout le monde puisse aller voir, un théâtre qui explique pas aux gens ce qu'il faut penser, un théâtre qui soit plaisant à regarder, un théâtre où on prenne du plaisir, un théâtre qui divertisse, pourquoi pas. Pour moi, c'est pas contradictoire avec le fait de réfléchir, de passer un moment. Voilà, moi, adolescent,
Quand j'ai découvert le théâtre, j'adorais voir aussi qu'on me raconte des grandes histoires. Ça me semble essentiel aujourd'hui que les artistes puissent être en lien direct avec le public aussi. Mais d'abord qu'ils fassent des formes, qu'ils fassent des spectacles où on prenne du plaisir. Voilà. Et là-dedans, il peut y avoir des choses très différentes. Mais je pense que c'est important de se dire on est les héritiers quand même de Molière, de Shakespeare, de Brecht, de ces gens-là. Et ces gens-là, ils avaient aussi pour mission de divertir le public. Et du point de vue de praticien, je sais que c'est plus dur de faire un spectacle aussi, bien fait, où on ne s'ennuie pas, Oui. ou le moins possible. Ça paraît simple, mais en fait, c'est hyper dur. C'est plus dur que de se dire je vais faire un truc intelligent. On s'ennuie pendant les 3/4 du temps, quoi. C'est humblement entre guillemets, je trouve, c'est ça qui me paraît nécessaire aujourd'hui, parce que nous, au Nouveau Théâtre Populaire, on est en région Pays de Loire et on s'est fait totalement couper la subvention de la région. C'est à zéro, sans qu'on demande rien. On a toutes les petites communes, les gens qui sont sans étiquette et tout autour, qui sont venus, et ça a été un vrai effort pour elles. Ils sont venus abonder l'argent que nous donnait la région, le remplacer. Et ça, c'est parce qu'on est un festival. On a un festival qui accueille 12 000 personnes par an et qui propose une programmation qui travaille, je crois, avec les repères des gens. C'est-à-dire que oui, aussi, on monte des classiques, quand c'est pas des classiques, on monte des spectacles sur des histoires, une histoire commune. On a une communication qui est simple et en même temps qui est pas sinistre. Et ça permet aux gens de dire je vais aller au festival du Nouveau Théâtre Populaire, je vais passer un bon moment. Et ça me paraît vraiment important et de pas opposer le plaisir à l'intelligence. Voilà. Je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui. Et voilà. Sinon, on donne le bâton pour se faire battre. Et en plus, je le dis vraiment humblement, c'est hyper dur. Enfin, moi, là, on est vraiment là. C'est-à-dire qu'on essaye d'inventer en écrivant au plateau avec 2 acteurs cette psychanalyse d'Emmanuel Macron. Alors, la situation est drôle. On imagine voir une psychanalyse d'Emmanuel Macron. Les gens, c'est curieux, c'est rigolo. Mais il faut entrer, sachant qu'on n'est pas psy non plus, qu'on sait pas ce qui va se passer en 2058 et qu'on sait même pas ce qui va se passer en 2027. C'est très laborieux de faire ça. C'est vraiment une espèce de petit artisanat. Mais d'une certaine manière, si on voulait juste faire les intellos et faire une analyse d'Emmanuel Macron, sans avoir peur que les gens s'ennuient et tout, le spectacle serait déjà fini. Alors que si on veut être précis et arriver, plus ça va, à un théâtre aussi qui ait sa vivacité, qui provoque des surprises, où les gens se disent mais qu'est-ce qui va se passer à la scène suivante. C'est là où faut c'est immensément laborieux, et en fait créer du divertissement comme nous on essaye de le faire, c'est-à-dire avec une épaisseur de pensée aussi. Je trouve que c'est ça qui est passionnant et difficile, et je pense que les gens à la fin ils sont reconnaissants. On joue devant des salles assez pleines moi mon rêve, si vous voulez, c'est de réconcilier les gens qui vont voir Franck Dubosc au théâtre et les intellos, qu'ils soient dans la même salle au même moment. Et donc c'est des spectacles sur les présidents de la République, mais avec des formes singulières. Voilà. Et c'est des comédies. Et il y a plusieurs niveaux par lesquels on peut attraper ces spectacles, je pense aussi, selon qu'on est politologue ou pharmacien ou livreur. Voilà, c'est ça qu'on cherche, quoi. Alors Léo Cohen-Paperman, ça fait déjà un moment qu'on discute. Je voulais conclure juste sur une dernière question. On a parlé beaucoup de votre rapport à votre public. Est-ce que vous recherchez ce rapport-là également en dehors de la scène, en dehors du théâtre ? Je suis un peu dans mon monde, mais honnêtement, peut-être le théâtre, c'est un moyen de faire ça, et ça dépend des situations, on va dire. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir rencontrer les gens par le théâtre, je trouve que le théâtre donne vraiment l'occasion de rencontrer les gens, et moi-même, d'ailleurs, quand je rencontre des gens par ce biais-là, avec des rencontres après, avant le spectacle, je suis pas tout à fait comme je suis dans la vie personnelle, quoi. Alors Léo Cohen-Paperman, on va pouvoir conclure ici. Merci beaucoup pour votre temps. Je le rappelle, vous êtes en résidence de création à Savines-le-Lac du 20 au 30 avril pour l'épisode 8 Rois, nos présidents, qui va concerner Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez des actualités ? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut suivre vos actualités ? Oui, vous pouvez aller sur le site de ma compagnie animauxenparadis.fr ou sur les réseaux sociaux, genre Facebook, Instagram. Et là, on va reprendre Sarcolande à Paris en juin, voilà, et à Avignon en juillet, au Festival d'Avignon, au Train Bleu. On va rejouer Sarcolande comédie identitaire, La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français,
Et avec le Nouveau Théâtre Populaire aussi à Avignon, je reprends Tartuffe de Molière. Donc, un beau programme qu'on pourra retrouver sur vos réseaux et sur votre site internet. Une dernière fois, Léo Cohen-Paperman, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. Merci à vous. Rencontre avec les artistes associés et en résidence, Fréquence Mistral et le théâtre La Passerelle à Gap.